Vous l'avez compris, une fois le monopole mis en place, aucun autre commerçant du royaume de France n'avait le droit d'aller chercher des fourrures au Canada. Mais vous imaginez bien que les marchands qui avaient l'habitude d'aller troquer avec les Indiens n'ont pas vraiment respecté la volonté du roi. Et c'est pour cette raison que l'escarbot précise « Et bien que les Flamands vous aient fait une injure, l'injure bien souvent se rend avec usure. » Ici, le mot injure a le sens d'offense, mais surtout d'attaque, et le terme flamand désigne en ancien français les Hollandais. En fait, il faut savoir qu'aidés par un traître français, les Hollandais avaient dépouillé les 2 navires de Poutrincourt, ce qui entraînera tout simplement la banqueroute de la colonie française, et ensuite la révocation du monopole des fourrures, et donc le rapatriement de la colonie de Port-Royal. C'est dans ce contexte que l'escarbot apprend la révocation du monopole à la fin du mois de juillet 1607 et qu'il prend la plume pour écrire ce poème frustré de devoir abandonner l'Acadie. Et voici pourquoi le motif de l'adieu va dès lors se décliner telle une longue complainte tout au long du poème. Adieu donc, beaux coteaux et montagnes aussi, qui d'un double rempart saignaient ce port ici. Adieu vallons herbus que le flot de Neptune va baignant largement 2 fois à chaque lune, pour donner nourriture aux arborets élans et autres animaux qui ne sont pas si grands. Et au gibier aussi, qui pour trouver pâture, y vient de tous côtés tant qu'il y a verdure. Adieu mon doux plaisir, fontaines et ruisseaux, qu'il est vos éléments arrosés de vos eaux. Après l'entrée en matière qui rappelle le contexte historique, nous assistons maintenant à la mise en scène poétique. Par sa plume, l'escarbot métamorphose l'Acadie en un pays de promission, c'est-à-dire en une terre promise. Et dans une série d'anaphores, qui sont des figures de la répétition, il s'adresse à chacun des éléments composant le paysage pour créer ainsi un effet d'écho interminable à l'adieu de ce vers qui lui-même semble jamais ne se finir. Voici d'autres exemples. Adieu donc, beaux coteaux et montagnes aussi. Adieu vallons herbus que le flot de Neptune. Adieu mon doux plaisir, fontaines et ruisseaux. En se remémorant la physionomie de chacun des aspects du paysage, coteaux, montagnes, vallons, fontaines, ruisseaux, vaux et monts, l'escarbot évoque les moments de bonheur qu'il a vécus et prolonge son émerveillement en les partageant avec le lecteur. Phénomène intéressant, chacun des éléments est doté d'un adjectif représentant métaphoriquement un attribut stratégique en lien avec l'établissement d'une colonie. Ainsi, les coteaux sont beaux, comprenez propices à recevoir des vignes pour faire du vin. Les vallons sont herbus, autrement dit prêts à être ensemencés pour le blé qui produira du pain pour la colonie. Quant aux montagnettes qui entourent le Port-Royal, elles forment un double rempart. Des allusions que l'on identifie sans peine sur la carte qu'il a réalisée. Cette carte, bien sûr, est un prolongement visuel du texte poétique. C'est ici qu'au-delà de l'aspect historiographique, l'analyse littéraire prend tout son sens. Comme on peut le voir, la figure du Port-Royal est altérée par une projection déformante, nourrie des fantasmes de l'auteur. Entrevoyant une cité de Dieu en Amérique, l'escarbot amplifie ses dessins par des éléments graphiques qui forcent la réalité. En apologiste habile, il cède à la tentation de la fiction et éclipse le mandat qu'il s'était pourtant initialement fixé, à savoir raconter la vérité, rien que la vérité. L'escarbot énumère quelques-unes des ressources du territoire acadien. Il insiste plus précisément sur la présence du gibier qui se compose d'animaux sauvages de toute taille, comme le célèbre orignal, et il met en avant les nombreuses fontaines et ruisseaux qui submergent le territoire. Il suggère implicitement que les colons ne mourront pas de soif et qu'ils pourront bâtir des moulins et transformer les blés bien irrigués en farine. Nous verrons d'ailleurs que la plupart des éléments qui se trouvent sur le plan de l'escarbot sont fantaisistes. Son but, bien sûr, est de promouvoir le site de Port-Royal, mais ces représentations ne trouvent aucune correspondance chez Champlain. Toutefois, c'est cette manipulation littéraire et iconographique qui fait toute la beauté des chroniques historiographiques et qui nous permettent, grâce à l'analyse littéraire, de mieux comprendre les enjeux de l'histoire. Car en réalité, le Port-Royal, à l'époque de l'escarbot, ressemble plutôt à ça. Dans la section qui suit, l'escarbot représente l'Acadie sous les traits d'une longue allégorie, celle d'une femme aimée qu'il doit quitter,
à regret. L'emploi du tutoiement confère une proximité évidente entre le sujet, le poète, et l'objet, l'être aimé, qui est personnifié. Ainsi dit-il, tu as le front haussé qui te fait regarder à l'environ de toi une ondoyante plaine. Et la terre alentour sujette à ton domaine. Tes rives sont des rocs, soit pour tes bâtiments, soit pour d'une cité jeter les fondements. L'alternance du pronom personnel tu avec des adjectifs possessifs et l'apostrophe continuelle de tous les éléments de cette terre personnifiée font de la Nouvelle-France une amante qui, malgré sa générosité, semble destinée à demeurer vierge. On pourrait ajouter que par un langage si flottant dans lequel les fricatives en D et T s'entrechoquent en écho, le poète rappelle la fuite en avant, l'abandon de la colonie, l'impossible retour. Certains apartés évoquent d'ailleurs quelques aspérités spécifiques du territoire qui, telles les formes et les contours de la femme aimée en secret, donnent lieu à une mise en scène érotique. En ce sens, le choix des adjectifs n'est pas neutre. Ainsi, les beaux coteaux, les vallons herbus, l'ondoyante plaine, le creux de ta poitrine sont des motifs qui s'apparentent au langage du corps, de l'amour et du plaisir. C'est parfois très explicite comme doux plaisir ou lorsqu'il fait rimer désir dans une rime embrassée avec 10 000 plaisirs, ou beaucoup plus discret comme lorsqu'il dit fontaines et ruisseaux, rochers élevés, grottes qui m'avaient plu. Pour conclure sur cet aperçu, il convient de rappeler que les muses subliment le séjour acadien à travers le déploiement euphorique d'une nature voluptueuse et délectable offerte en héritage aux Français. À coups de répétitions et de formules incantatoires, ce pays rustique, dépourvu de palais, de théâtres et de grands monuments qu'est la Nouvelle-France, devient en quelque sorte une matrice de la poésie. Alors dans la suite du cours, nous aborderons en détail 2 thèmes. Le premier sera consacré au motif de l'abondance. Nous analyserons l'emploi de plusieurs figures dont celle de l'énumération et nous verrons dans la succession des noms d'animaux que l'escargot fait des rivages de l'Acadie et plus largement de la Nouvelle-France un pays de cocagne, une corne d'abondance où le foisonnement, le fourmillement, la floraison, la luxuriance constituent le champ lexical principal. Le second thème sera consacré à l'étude de l'altérité amérindienne. En comparant certains extraits du poème à d'autres passages de son œuvre, vous verrez que le regard que porte l'escargot sur les Amérindiens est absolument moderne pour son époque. Nous verrons que l'escargot est un disciple de Montaigne et un précurseur de Rousseau. Vous essaierez de dégager sa perception empreinte d'humanisme à l'égard des Micmacs, dont voici un fabuleux extrait. Ce peuple, dit-il, n'est ni brutal, ni barbare, ni sauvage. Il est subtil, habile et plein de jugement, et je n'en ai connu un seul manqué d'entendement. Alors je termine sur cette citation critique. Sans faire de l'escargot un Ronsard ou un Dubélé, il faut convenir que sa poésie révèle une sensibilité rare à l'exotisme et une ouverture unique à l'altérité amérindienne qui rendent les florilèges destinés à la célébration de l'Amérique sauvage. La poésie devient un moyen de récupérer un échec colonial par un lyrisme encomiastique et emphatique. Œuvre passerelle ou médiane, les muses introduisent l'américanité dans la poésie française. Ce recueil, où se mêlent références classiques, observations ethnographiques et souvenirs de voyage, dénote une volonté de s'adapter à un nouvel environnement et, en ce sens, prélude à l'existence d'une littérature française d'Amérique dont il sème les premiers ferments.